Comment naît un fantôme ? C'est une vaste question qui agite les esprits de toutes les cultures depuis la nuit des temps. Il y a cependant un élément de réponse qui revient assez souvent pour être pris au sérieux. Le désir de vengeance. Une motivation utilisée dans beaucoup de légendes pour expliquer qu'un esprit ne trouve jamais le repos. N'importe quelle tâche laissée en suspens, n'importe quel affront resté impuni, peut suffire à créer un esprit vengeur. Il est donc essentiel de toujours écouter les dernières volontés d'un mourant, sous peine de se retrouver légèrement harcelé par un spectre très mécontent après son enterrement, comme le prouve l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 6, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, dans la municipalité de Skagafjörður, au nord de l'Islande, où vit une jeune femme nommée Solveig. Elle travaille pour le révérend local, Odur Gislason, pour lequel elle éprouve des sentiments amoureux. Malheureusement pour elle, ces sentiments ne sont pas réciproques. Le révérend ne l'aime pas en retour, bien qu'il apprécie sa compagnie et le travail qu'elle effectue pour lui. Solveig a beau déployer tous ses charmes, l'homme ne cède pas. Il se dit naïvement que ça lui passera et qu'ils réussiront bientôt à retrouver une relation professionnelle parfaitement cordiale. Mais Solveig ne se fait pas à la situation. Pire, plus le temps passe, plus son obsession grandit. Il faut que le révérend l'épouse. Elle ne voit aucune autre issue possible. Elle ne peut pas vivre sans l'amour de cet homme qu'elle admire tant. Mais comme Odur continue à refuser ses avances, la jeune femme finit par sombrer dans une profonde dépression. L'impact de ces refus se fait de plus en plus sentir. Chaque jour est plus morne. Chaque regard qu'elle pose sur celui qu'elle ne peut jamais avoir lui fend un peu plus le cœur. En 1777, c'est le coup de grâce. Odur se marie avec une autre femme. Pour Solveig, la douleur est insurmontable et elle tente de se suicider. Heureusement, elle échoue, mais quelques semaines plus tard, elle essaye une nouvelle fois de s'ôter la vie. Le révérend ordonne donc au reste de ses employés de la surveiller en permanence pour qu'elle ne recommence pas. Une de ses collègues, Gudlaug, est même chargée de dormir dans le même lit qu'elle pour qu'elle ne soit jamais seule, et pour l'empêcher aussi de monter dans la chambre du révérend pendant qu'il dort. Mais dans la nuit du 11 avril 1778, elle se faufile par la fenêtre et s'évade en courant. Elle ne s'arrête que lorsqu'elle tombe sur une pile de pierres brisées, en saisit une et se tranche la gorge avec. Thorsten, un employé qui s'était lancé à sa poursuite, arrive juste à temps pour la voir se vider de son sang et l'entendre le supplier de la faire enterrer au cimetière, un honneur qui est généralement refusé aux personnes qui meurent de leurs propres mains. L'homme rentre chez le révérend, portant le corps sans vie de la pauvre servante, et rapporte ses dernières paroles à Odur et au reste des employés de maison. Motivé en partie par son attachement à Solveig et par une part de culpabilité, le révérend tente d'honorer sa demande, mais ses supérieurs refusent de faire une exception. Sa mort n'est même pas inscrite dans le registre de l'église, et elle est finalement enterrée juste à l'extérieur du cimetière. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais nous n'en sommes qu'au commencement. Car rapidement, des rumeurs circulent dans le village. Beaucoup de gens sont convaincus que Solveig n'a pas l'intention de se laisser faire et qu'elle est bien décidée à faire entendre son mécontentement. Le révérend en perd le sommeil. Et finalement, ça vaut peut-être mieux, parce qu'à chaque fois qu'il ferme les yeux, elle apparaît. Mais dans ses rêves, elle est bien moins tendre et avenante qu'elle l'était de son vivant, quand elle cherchait encore à le séduire. Non, au cœur de la nuit, quand elle s'immisce dans les tréfonds de son esprit, c'est pour le mettre en garde. Puisqu'il n'a pas réussi à honorer son souhait d'être inhumé en terre consacrée, il subira le même sort. Quand ? Ah, ce serait trop facile de le dire. Mieux vaut faire durer le suspense. Mais Odur n'est pas le seul à être tourmenté par l'esprit de Solveig. Plusieurs témoins affirment l'avoir vue aux alentours du cimetière. Comment peuvent-ils être sûrs que c'est elle ? Eh bien, elle est assez facile à reconnaître. D'abord, on parle de l'Islande, un pays assez peu peuplé, et encore moins en 1777. Donc les visages sont tous familiers.
Mais celui de cette apparition a 2 particularités qui la rendent indubitablement reconnaissable. Son visage est déformé par la haine et la colère, et du sang s'écoule en torrent d'une plaie béante située au niveau de son cou. Donc oui, pas de doute, c'est bien Solveig la Vénère. 8 ans s'écoulent et les apparitions de la jeune femme continuent, au point de s'inscrire dans le quotidien du petit village. La situation est telle qu'ils prennent tous l'habitude de rester bien au chaud chez eux après la tombée de la nuit, de peur de tomber sur le fantôme de Solveig en errance dans les rues du village. Même Odur évite tant qu'il peut de chevaucher de nuit, une tâche rendue difficile par les nombreux déplacements qu'il est obligé de faire pour son travail. Ceux qui aperçoivent la jeune femme décrivent tous la même scène. Elle leur apparaît avec la tête rejetée en arrière pour mettre sa plaie béante en valeur, tandis que du sang s'en écoule en grande quantité. Le révérend continue à mener sa petite vie tant bien que mal, malgré les cauchemars qui parasitent encore ses nuits. Le 1er octobre 1786, il monte sur son cheval et quitte son domicile pour aller officier une messe dans un village voisin. Mais à la nuit tombée, il n'est toujours pas rentré. Aucun signe de lui le lendemain non plus. Odur a tout bonnement disparu. En retraçant ses pas, on apprend qu'il s'est arrêté à 1 kilomètre du village pour rendre visite à un ami et qu'il est reparti sur son cheval dans la nuit, avec pas mal d'alcool dans le sang. 1 kilomètre à cheval, c'est rien du tout, et il aurait dû arriver chez lui très peu de temps après son départ. Mais pourtant, il s'est volatilisé quelque part entre les 2 points. Lorsque les villageois commencent à parler, ils s'aperçoivent qu'ils sont nombreux à avoir vécu la même chose. La nuit de sa disparition, ils sont plusieurs à avoir été réveillés ou dérangés tard dans la nuit par le son de quelqu'un tapant à leur fenêtre. Mais aucun d'entre eux n'est allé voir qui ça pouvait bien être. Tous ont trouvé qu'il y avait quelque chose de sinistre dans ces coups portés à leur maison et ont donc préféré les ignorer. Le seul habitant à avoir ouvert la porte s'est retrouvé nez à nez avec le vide, rien du tout. Aucun signe de vie. Le lendemain de la disparition d'Odur, son cheval est retrouvé non loin de la ville, seul. Les environs sont fouillés méticuleusement pendant des jours et des jours, mais personne ne trouve la moindre trace du révérend nulle part. Et nous sommes au nord de l'Islande en octobre, donc autant dire que ses chances de survie sont assez minces s'il s'est perdu tout seul dans la nature. Il y a cependant un suspect évident dans tout ça, ou plutôt une suspecte, Solveig. Son nom est sur toutes les lèvres, et tout le monde est convaincu que c'est elle qui s'est enfin vengée d'Odur. Si aucune trace de l'homme n'est trouvée, c'est tout simplement parce qu'elle l'a attrapé et entraîné avec elle dans sa tombe. Dans la maison du révérend, les employés continuent à croire au retour de leur maître. Gudleg affirme qu'elle voit toujours le spectre de Solveig régulièrement. Thorsten décide alors de faire une expérience. Il prend quelques vêtements du prêtre, les met sous son oreiller et se couche pour la nuit. Il demande à Gudleg de le surveiller pendant son sommeil, histoire de voir si Solveig se manifeste. Et effectivement, une fois l'homme profondément endormi, elle voit le fantôme de la jeune femme apparaître et tendre la main vers la gorge de Thorsten. Ne souhaitant pas savoir ce qu'elle est capable d'infliger comme blessure, Gudleg secoue son collègue pour le réveiller et s'aperçoit, en y regardant de plus près, qu'il a une légère entaille au niveau du cou. Une fois sorti de sa torpeur, l'homme raconte qu'il a rêvé que Solveig lui disait qu'il ne saurait jamais ce qu'il est advenu de son maître, avant de passer son doigt le long de sa gorge pour mimer l'acte par lequel elle s'est donné la mort. Cette expérience est suffisante pour convaincre Thorsten de mettre fin à ses recherches. La disparition d'Odur restera un mystère, et c'est tant pis. Mais qu'est-il réellement advenu du révérend ? Eh bien, des lettres datant de quelques années après sa disparition semblent indiquer que son corps a fini par être retrouvé, gisant dans une rivière. Cette information est longtemps restée secrète pour une raison toute simple. La disposition de son corps indiquait très clairement que l'homme s'était suicidé. Et la loi stipulait que, s'il venait à mourir de sa propre main, ses terres et ses propriétés reviendraient au roi. Ses proches ont donc choisi de ne pas communiquer l'information et de l'enterrer discrètement dans un coin de nature, et donc pas en terre consacrée, exactement comme Solveig l'avait prédit dans le rêve du révérend. Sa famille a continué à faire planer le mystère concernant sa disparition pour éviter de se faire dépouiller de ses biens.
Peu de traces des apparitions de Solveig subsistent après ça. Quelques témoignages permettent de confirmer qu'elle a continué à tourmenter les villageois un petit moment avant de se calmer. L'un de ces témoignages provient d'un des fils d'Odur, qui raconte que Solveig est venue le hanter la nuit de son mariage, à tel point qu'il n'a pas été capable d'accomplir son devoir conjugal. Mais cette histoire a une fin heureuse pour Solveig. En 1937, après des années de recherche et de fouilles, sa tombe est retrouvée. Une fois ses restes rassemblés dans un cercueil tout neuf, elle est à nouveau enterrée, au cœur du cimetière cette fois, en terre consacrée, comme elle le souhaitait. Depuis, plus personne n'a été perturbé par ces interventions nocturnes. Mais elle n'est pas le seul spectre à hanter l'Islande. Une autre histoire fait encore frissonner les Islandais aujourd'hui, celle du diacre de Rivière-Sombre. L'histoire est la suivante. À Ørgardalur, au nord de l'île, vivait un diacre qui avait une petite amie répondant au doux nom de Gudrun. À l'approche du 24 décembre, le diacre, dont on ignore le prénom, annonce à sa fiancée qu'il doit se rendre dans une ville voisine pour conclure une affaire, mais il lui promet de revenir la chercher à temps pour célébrer Noël avec elle en ville. Malheureusement, une tempête de neige s'abat le soir de son retour et l'empêche de tenir sa promesse. Alors qu'il traverse un pont, celui-ci se brise et l'homme et son cheval tombent dans la rivière. Le diacre se fracasse le crâne sur un rocher et succombe. On ne sait pas qui de sa blessure ou de la noyade le tue en premier. Son corps est retrouvé le lendemain par un fermier qui le transporte jusqu'au village où le pauvre homme est enterré. Mais la tempête n'a pas seulement causé la mort du diacre. Elle a aussi coupé la petite ferme isolée où travaille Gudrun du reste du village. Résultat des courses, la pauvre femme ne sait toujours pas que son fiancé est mort et enterré, et continue à l'attendre. Et le 24 décembre, comme promis, son bien-aimé frappe enfin à sa porte. Gudrun a à peine le temps d'enfiler une manche de son manteau qu'il l'embarque sur son cheval en direction de la ville, filant à toute allure. Ce n'est qu'une fois installée sur sa monture que la jeune femme remarque que quelque chose cloche. Assise derrière le diacre, elle remarque le trou béant qui orne son crâne. Terrifiée, elle ne dit pas un mot. Le diacre les conduit jusqu'à l'église, où ils descendent tous les deux de cheval, et ordonne à Gudrun de ne pas bouger pendant qu'il s'occupe de sa monture. La jeune femme remarque alors qu'une tombe fraîchement creusée est ouverte dans le cimetière, et elle prend peur. Elle se rue alors vers la cloche de l'église, qu'elle actionne de toutes ses forces jusqu'à ce que des villageois accourent. Soudain, elle sent la main du diacre attraper la manche de son manteau pour la tirer vers la tombe. Par chance, elle n'avait pas enfilé son manteau en entier dans la précipitation, et elle parvient donc à s'en extirper. Une fois libre, elle tourne la tête, voit son manteau disparaître dans la tombe, et les deux bras du diacre balayer la terre pour s'ensevelir à nouveau. Gudrun, traumatisée, rentre chez elle et tente de reprendre le cours de sa vie. Mais le lendemain soir, le diacre se présente à nouveau à sa porte. Le cirque recommence tous les jours et l'homme ne semble pas vouloir laisser sa bien-aimée en paix, à tel point que personne dans le village n'arrive à trouver le sommeil. Ils finissent par en avoir marre et font appel à un exorciste qui parvient à sceller le diacre dans sa tombe pour toujours, permettant enfin à Gudrun de dormir tranquillement. Sauf qu'après une expérience pareille, la pauvre femme n'est plus jamais la même et reste profondément marquée par cette expérience surnaturelle. Moralité, ce n'est pas parce qu'une personne est morte que tout prend fin, et si vous ne prenez pas garde à bien boucler toutes ces petites affaires en cours, à informer tous les proches de son décès et à honorer ses dernières volontés, vous allez en paver des ronds de chapeau pour retrouver le sommeil. Ceci est d'ailleurs un message à mes proches. Si je disparais avant vous, faites bien gaffe, parce que je me vexe facilement. Si vous faites n'importe quoi, je vais faire de votre vie un enfer. Je préviens juste, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas dire que j'ai pas prévenu, c'est tout. Feu de camp est un podcast d'énergie création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.